Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre webinaire La COVID-19 et les patients dialysés, réponse à vos questions. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques précisions sur la façon dont vous allez pouvoir participer pleinement à l'activité d'aujourd'hui. Par défaut, l'écoute de notre présentation sur votre ordinateur va se faire à l'aide de votre système audio et de vos haut-parleurs. Si vous préférez vous joindre à nous par téléphone cellulaire, cliquez sur la flèche indiquant sourdine activée, désactivée, mute, unmute, au bas de l'écran de Zoom. Sélectionnez Passer à l'audio, Switch to Phone Audio, puis activez Appel, Phone Call et suivez les instructions pour établir la communication. Merci à tous ceux et celles qui ont soumis des questions par courriel. Nous ne répondrons peut-être pas exactement à la question telle que vous avez posée et nous ne serons pas non plus en mesure d'offrir des conseils médicaux sur des problèmes précis. Afin de pouvoir traiter le plus grand nombre possible de questions soumises, nous les avons regroupées pour y répondre par sujet. Merci de votre compréhension si vous n'entendez pas exactement votre question. Pour ceux et celles qui se joignent à nous sur leur ordinateur, vous allez pouvoir envoyer vos questions à nos invités en les écrivant dans le volet « Questions » du panneau de contrôle. Nous vous prions d'éviter d'utiliser la boîte de discussion Chatbox pour soumettre vos questions. Nous pouvons plus efficacement faire le suivi des questions lorsqu'elles sont soumises dans le volet « Questions ». Vous pouvez nous envoyer vos questions à tout moment au cours de la présentation. Nous allons les regrouper pour y répondre dans le volet Q&R dans la dernière partie de notre webinaire. Il se peut que vous receviez une réponse par un de nos animateurs. Afin de respect de la vie privée, nous vous demandons de ne pas utiliser votre nom complet lorsque vous postez une question et de ne communiquer aucun renseignement personnel. Le webinaire d'aujourd'hui va faire l'objet d'un enregistrement et vous recevrez un courriel de suivi dans les 24 à 48 heures avec un lien pour les visionner. J'ai le plaisir de vous présenter Hélène Boisvert, animatrice de notre webinaire d'aujourd'hui. Hélène est directrice des programmes à la Division du Québec de la Fondation. Œuvrant à la Fondation depuis maintenant 31 ans, elle est responsable de la prévention auprès des professionnels de la santé et des groupes à risque, des services aux patients, bourses d'études, camps d'été, fonds de dépannage, etc., et du don d'organes. Elle s'implique dans plusieurs comités et sous-comités, tant de la Fondation qu'auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci Chantal. Bonjour à vous tous. La Fondation canadienne du Rhin tient à remercier ses commanditaires dont l'appui rend possible la production de sa série de webinaires. AstraZeneca, Horizon, Otsuka et Paladin. La COVID-19 constitue une menace grave pour la santé publique et la situation évolue quotidiennement. En cette période d'incertitude, il est normal de se sentir anxieux, surtout pour ceux et celles qui éprouvent déjà des problèmes de santé. Parlez à des gens en qui vous avez confiance pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin peut vous aider à surmonter vos craintes. En partenariat avec la Société canadienne de néphrologie, la Fondation canadienne du Rhin est fière de présenter ce webinaire « La COVID-19 et les patients dialysés, réponse à vos questions ». Ce webinaire vous donnera l'occasion d'interroger d'éminents néphrologues et spécialistes de la dialyse. Son contenu est destiné à un auditoire canadien. J'aimerais maintenant vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Dr Pierre-Antoine Brown est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, où il a terminé sa résidence en médecine ainsi qu'une spécialisation en néphrologie, suivie conjointement à l'hôpital d'Ottawa. Dr Brown a ensuite obtenu une maîtrise S-Sciences en informatique médicale de l'Université Northwestern. Nous avons également avec nous le Dr Louise Roy. Dr Roy a fait ses études médicales et postdoctorales à l'Université de Montréal et a gradué en néphrologie en 1986. Elle a ensuite complété un fellowship en pharmacologie clinique à l'Université de Toronto, puis a fait une année de recherche clinique au Centre de recherche André Vialet. Dr Roy est membre actif du service de néphrologie de l'hôpital Saint-Luc, maintenant le CHUM, depuis 1989. Elle pratique également la néphrologie au CHRS de Valleyfield depuis 1990. Nous avons également le Dr Rita Souris, qui est néphrologue, professeure agrégée et directrice de la division de néphrologie de l'Université McGill.
Tout récemment, elle dirigeait l'élaboration des recommandations pan-canadiennes pour la gestion de la COVID-19 dans les unités de dialyse ambulatoire. Vous pourrez voir les biographies complètes sur le site de la Fondation du Rhin. Et maintenant, Dr Souris. Bonjour tout le monde. Merci pour votre participation à ce webinaire. C'est notre plaisir de partager l'information concernant les patients dialyse dans le contexte de la pandémie COVID-19. Nous avons travaillé avec nos partenaires du reste du Canada, des néphrologues, pour créer les meilleures recommandations selon les connaissances actuelles. Les recommandations concernent la prévention d'infections contre le COVID-19 et également, en général, le traitement des patients dialysés dans le contexte de la pandémie. On révise les nouvelles données chaque jour, étant donné un monde qui change rapidement, pour assurer que les recommandations sont mises à jour pour nos patients dialyse et ils reçoivent le meilleur traitement possible. Dr. Brown. Non, ça va être Dr. Roy pour l'instant. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, dans cette diapo, pour les prochaines minutes, on a juste quelques informations pour faire le point sur la situation. Alors, d'abord, quel est l'impact de la pandémie de COVID-19, plus spécifiquement sur les patients dialysés? Bien, d'abord, je voulais juste vous dire, malheureusement, le nombre de patients dialysés infectés augmente chaque jour, comme dans le reste de la population. Disons qu'en date de fin de la semaine dernière, on avait déjà plus de 680 patients dialysés qui sont infectés par le COVID. Alors, puis autrement, qu'est-ce que c'est l'impact? Bien, ce qui est particulier à la dialyse, surtout à l'hémodialyse, c'est en centre hospitalier, c'est que le confinement n'est pas facile à suivre, évidemment, comme vous le vivez vous-même, certains d'entre vous, puisque les dialyses sont 3 fois par semaine et qu'on ne peut pas les manquer, bien sûr. Pardon. Alors ça, c'est un enjeu, un défi particulier pour les hémodialysés, alors que tous les autres patients, on peut leur dire de rester tranquilles chez eux. Les hémodialysés, on ne peut pas et ils doivent être transportés, certains d'entre eux, avec des transporteurs 3 fois par semaine. Il faut quand même vous rassurer que tout est bien mis en place dans chacune des unités dans la province et dans le reste du Canada, évidemment, bien sûr, pour votre sécurité, pour s'assurer que tout est bien en place pour l'hygiène, pour vous séparer le plus possible dans les salles d'attente, etc. Je vais revenir dans quelques points plus tard, mais juste vous rassurer que tout est bien fait, puis bien pensé, puis on a des réunions régulièrement dans toutes les unités pour s'assurer que tout est fait pour que vous ayez les traitements les plus sécuritaires possibles. Et un point important, c'est vous dire de ne pas manquer de dialyse malgré tout ça, parce que ça serait encore plus risqué pour vous si vous manquez des dialyses et que votre potassium s'élève ou que vous avez de la surcharge d'eau. Alors, c'est très important de faire vos traitements malgré tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir la propagation de l'infection COVID? Bien, d'abord, on a séparé ça en 3 petits sous-points. Alors, à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Bien, il faut le moins possible que vous apportiez des objets personnels de la maison à l'hôpital et que vous les rameniez de l'hôpital à la maison. Donc, certains centres ont des règles légèrement différentes, mais dans l'ensemble, c'est ça le point important, c'est de ne pas transporter de matériel d'un endroit à l'autre. Alors, vous pouvez avoir des vêtements, des choses qui restent là-bas, vous changez, puis vous retournez à la maison, par exemple, mais vous ne pouvez pas apporter peut-être une petite couverte que vous promenez de la maison au centre et vice-versa. Très important, le port du masque. Les recommandations ont changé un peu d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, c'est normal. Je pense que vous avez entendu souvent l'expression « on apprend à piloter l'avion en vol », mais c'est un peu ça. Il y a des choses qui changent à mesure qu'on voit l'évolution de cette infection. Alors, pour le moment, les recommandations à ce jour-ci maintenant, c'est de porter un masque toujours quand vous allez à l'unité de dialyse et bien sûr de laver vos mains
plus souvent qu'autrement. Plus vous lavez vos mains, moins vous risquez d'avoir touché à une surface où il y a du virus et de vous la mettre vous-même sur votre visage ou de la remettre ailleurs sur une autre surface. Donc, c'est très important de se laver les mains très souvent. Alors, quand vous arrivez à la maison, clairement, première chose, on se lave les mains. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'unité de dialyse? Bien, à l'unité de dialyse, là aussi, mettre un masque et faire l'hygiène des mains. Le masque dans la maison, c'est peut-être pas nécessaire, bien sûr, à moins que vous soyez en contact avec quelqu'un qui revient de l'extérieur et que ça vous inquiète un peu. Mais à l'unité de dialyse, clairement, il faut mettre le masque. L'autre chose à l'unité, c'est ça peut varier peut-être d'un centre à l'autre, mais si vous avez des symptômes qui peuvent faire penser à la COVID, alors de la température, une perte du goût, d'odorat, de la toux, une perte d'énergie, vous ne vous sentez pas bien, même des symptômes digestifs qui sont nouveaux pour vous, de la diarrhée par exemple, et vous devriez aviser à l'avance votre unité de dialyse parce qu'une fois sur place, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous isoler des autres patients pour pas que vous contaminiez personne d'autre et ils vont faire un dépistage rapidement. Donc, il y a des centres qui vous demandent d'appeler à l'avance ou il y a des centres qui interceptent dès l'entrée sur l'étage. Mais dans tous les cas, il faudra que vous déclariez ces symptômes-là. C'est très important. Et puis, dans le transport, bien évidemment, si vous avez un transport collectif, ça sera très important de porter un masque et de vous laver les mains beaucoup avant, après, etc. Qu'est-ce qu'on a fait comme mesure au niveau local ou provincial? Bien, les recommandations, comme a dit Dr. Suri, il y en a eu au niveau canadien. Il y a des comités au niveau provinciaux aussi, au niveau provincial dans chaque province. Et encore une fois, ces groupes de travail-là s'ajustent à mesure avec les données qui nous arrivent graduellement. Donc, on a des directives qu'on met à jour continuellement. En quoi votre programme de dialyse pourrait être modifié? Bien, des choses que vous avez sûrement déjà vécues, là. Premièrement, on vous a déjà probablement demandé de vous distancier des autres patients. Alors, soit dans les salles d'attente, si elles sont assez grandes, ils vous ont mis des espaces entre les chaises, ou si c'est des unités plus petites, ils vous ont peut-être fait arriver à des moments différents pour ne pas être tout le monde en même temps trop proche. Alors, ça se peut que votre horaire de dialyse soit un petit peu décalé d'une demi-heure, 15 minutes pour ne pas se retrouver tous ensemble en même temps. Encore une fois, ça, c'est pour respecter la distanciation sociale. Deuxièmement, il est possible que votre horaire ait changé parce qu'on veut peut-être cohorter, c'est-à-dire regrouper les patients qui sont devenus positifs et les séparer de ceux qui sont restés négatifs. Donc, c'est possible que votre horaire ait changé et que maintenant, vous ne soyez plus le lundi, mercredi, vendredi matin, mais plutôt le mardi, jeudi après-midi, par exemple. Et c'est dans ce but-là de séparer les positifs des négatifs pour pas que ça se transmette le moins possible. Troisièmement, vous avez peut-être vécu dans certaines unités, malheureusement, un manque de personnel parce que nos infirmières et les préposés et les auxiliaires infirmières peuvent malheureusement, elles aussi, contracter le virus ou être en quarantaine préventive parce qu'elles ont été trop en contact avec un patient ou un autre membre du personnel sans avoir eu une protection suffisante. Et donc, elles sont absentes du travail quelques jours. Et tout ça fait que le roulement du personnel peut avoir changé et vous pouvez noter ça. Ça ne veut pas dire qu'elles vous abandonnent et qu'elles ne sont plus au poste, mais ça peut être temporaire, juste dans des périodes de quarantaine, par exemple. Il ne faut pas vous inquiéter, on ne pense pas que ça va arriver du tout, mais on va toujours s'assurer que vous avez le bon temps de dialyse, la bonne durée de traitement, la bonne fréquence de traitement, même si on change vos horaires. En dernier recours, mais c'est très, très improbable, il pourrait arriver dans certaines unités qu'on vous dise, au lieu de faire 4 heures, on va faire 3 heures et demie pour pouvoir permettre de faire un patient de plus dans la journée. Mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on essaie extrêmement d'éviter. Et en principe, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours les traitements de la bonne façon, comme c'est prévu. Je laisse la parole à Dr. Brown. Merci beaucoup. Juste la prochaine diapo. Merci. Premièrement, avant de parler brièvement, je voulais juste remercier tous les participants, la Fondation canadienne du Rein et la Société canadienne de néphrologie de participer, de permettre de répondre à vos questions le plus possible. Évidemment, ce sont des événements qui sont difficiles pour les patients, encore plus difficiles peut-être pour les patients dialysés, comme Dr. Roy l'a dit, où est-ce qu'on ne peut pas faire le confinement aussi facilement. Alors, on voulait un peu répondre à vos questions.
On va parler un petit peu de certains sujets par rapport aux dialyses, à la dialyse à domicile. La première question qu'il y a ici sur la diapo, c'est la différence entre le dépistage et écovillonnage des patients. Donc, vraiment, on a tendance à souvent utiliser peut-être le terme dépistage et écovillonnage de façon interchangeable, mais ce qu'on entend en général par dépistage, c'est le dépistage que vous avez probablement tous vécu, soit au téléphone avant de venir à l'unité ou soit en rentrant à l'unité, tout dépendant de votre unité de dialyse, où est-ce qu'on va vous demander si vous avez des symptômes. C'est des changements comme des symptômes de grippe, de rhume. On a parlé des symptômes intestinaux aussi que la COVID peut amener. Puis la raison pour le dépistage, évidemment, c'est qu'on veut le plus possible isoler les gens qui auraient des symptômes, même des symptômes minimaux, pour qu'on puisse minimiser la contagion, puis aussi bien les dépister avec un écovillonnage. L'écovillonnage, c'est vraiment le test où est-ce qu'on va faire un frottis, soit au niveau de la gorge, soit au niveau du nez, ou au niveau de la gorge et du nez, pour aller dépister le virus lui-même. Donc, aller voir s'il y a présence de virus. Donc, le dépistage, c'est un peu les symptômes. Si vous avez certains symptômes, on va peut-être décider de procéder à un écovillonnage. Et puis, l'écovillonnage, lui, nous permet de savoir s'il y a la présence du virus. En termes de changements à apporter au traitement de dialyse à domicile, vraiment, les patients dialysés à domicile, il n'y a pas vraiment de changement. Les changements sont probablement plus minimes que pour les patients dialysés à unité de dialyse. Certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir vu que vos rendez-vous avec la clinique ont été changés de façon virtuelle, c'est-à-dire au téléphone, que vous allez avoir un suivi avec votre équipe de dialyse à domicile et votre équipe de néphrologie qui va être fait virtuellement. Certains centres ou certaines unités vont peut-être avoir reporté des tests un peu moins urgents, mais en général, les traitements ne devraient pas changer et puis vos soins devraient être les mêmes. Je voulais aussi vous rassurer qu'à date au Canada, il n'y a aucune inquiétude par rapport au matériel de dialyse. C'est certain que, comme dans tout le système de santé, il y a certains matériels que vous recevez pour vos traitements, par exemple les masques, les gants, le gel de sanitisation à alcool. Ces choses-là, on en manque un petit peu. Mais en général, il n'y a pas du tout d'inquiétude par rapport aux solutions de dialyse elles-mêmes. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas d'interruption prévue. Alors, en termes de maintenir ces traitements à domicile, si vous n'avez pas accès, par exemple, aux masques, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Il y a certains programmes, de toute façon, qui ne vont pas recommander le port du masque. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire pour faire ces échanges à domicile, par exemple, d'avoir un masque. Et puis, on peut remplacer, évidemment, les gels d'alcool avec l'eau et le savon. C'est sûr que c'est un peu plus long, ça fait qu'on doit se laver les mains beaucoup plus souvent, mais de toute façon, ce sont des bonnes habitudes qui vont vous permettre de vous protéger partout, que ce soit à la maison, que ce soit lors de vos rendez-vous. Pourquoi doit-on maintenant porter des équipements de protection personnelle dans les locaux où il y a la dialyse? Donc, évidemment, comme partout, on veut minimiser la transmission, la contagion. Ça demeure un virus qui est très contagieux. Il y a certains gens qui peuvent avoir le virus avec très peu de symptômes. Et donc, pour minimiser le risque de transmission, vous allez voir que dans plusieurs des endroits, vous avez contact avec le personnel soignant. On va porter des gants, des masques. Alors, c'est normal, il ne faut pas avoir peur. Il faut seulement s'assurer ou comprendre que c'est vraiment le but, c'est de protéger tout le monde. Puis en termes des services de transport pour les patients dialysés, à date, les choses vont assez bien un peu partout. C'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions, mais chacun des programmes, évidemment, on comprend que le transport pour les rendez-vous médicaux, pour les rendez-vous de dialyse, c'est extrêmement important. Chacun des programmes a fait attention à ça. La plupart des programmes ont des plans de contingence si jamais il y avait un problème. Donc, si jamais vous avez un problème individuellement, c'est important de communiquer tout de suite avec votre unité de dialyse. Mais à date, on n'entend pas qu'il y a de problème majeur en termes du transport. Et pour la prochaine diapo, Dr. Roy.
Donc, de façon générale, dans le même sens que Dr. Brown a dit pour le matériel en général, il n'y a pas d'inquiétude pour le moment. On ne pense pas avoir des problèmes d'approvisionnement. Bon, il y a des choses que vous avez lues, peut-être par exemple sur la chloroquine, mais ça, c'est aussi parce que il n'y avait pas de preuve, et on n'en a toujours pas d'ailleurs, que ce soit un médicament efficace. Et avant qu'il y ait une panique, comme il y a eu pour le papier de toilette au début de la COVID, on ne voulait pas que les gens ou les médecins ou tout le monde s'approvisionne et rende ce médicament-là non disponible. Et en fait, le plus risqué, c'est plutôt pas des pénuries réelles, mais des pénuries artificielles qui sont créées justement par des mouvements de panique un petit peu. Alors, mais en principe, tous les médicaments dont vous avez besoin sont disponibles et ce n'est pas un problème ou une inquiétude actuellement. Qu'est-ce qui a changé concernant les cliniques pour les consultations externes en néphrologie? Bon, pour les gens qui sont, par exemple, en prédialyse et qui ne sont pas encore en dialyse, qu'est-ce qui a changé? Bien, la majorité des rendez-vous sont faits par téléphone, comme vous avez peut-être vécu vous-même. Il peut arriver qu'un patient ait un problème particulier puis qu'il soit un peu inquiet et qu'il veuille absolument être examiné par le néphrologue. Il peut arriver que le néphrologue juge qu'il faut absolument examiner, ausculter un patient. Et donc, il y aura à ce moment-là un rendez-vous en personne. Mais la vaste majorité des rendez-vous depuis le début de la COVID se font par téléphone. Certains endroits ont mis sur pied des systèmes avec React ou autres modalités pour le faire avec un iPad et tout, pour se voir, ou sinon juste simplement par téléphone. Donc, le médecin et le patient pourront discuter ensemble et convenir du rendez-vous subséquent, soit que ce soit juste des prises de sang et un téléphone, soit que le prochain, on a besoin de se voir. Mais ça, c'est des choses que vous avez pu voir qui ont été changées. Par contre, pour les tests de laboratoire, certains laboratoires privés là, sont peut-être fermés, mais la plupart des laboratoires dans les CLSC ou dans les polycliniques ou surtout les hôpitaux sont ouverts, mais on a recommandé aux gens de soit prendre rendez-vous ou de s'informer avant parce que l'achalandage a énormément diminué et c'est une bonne chose, c'était le but de l'opération, pour encore une fois avoir le plus possible de la distanciation sociale. Donc, en général, les laboratoires publics sont ouverts, vous pouvez vous informer. Il y a quelqu'un qui posait la question tantôt, pourquoi on demande aux gens de venir faire leur prise de sang? Une infirmière du CLSC qui viendra à la maison, est-ce que ça serait mieux? Bien, il faut réaliser que les infirmières de CLSC, premièrement, elles se promènent d'une maison à l'autre. Ça pourrait, en théorie, peut-être être un vecteur, donc ce n'est pas nécessairement une garantie que c'est parfait. C'est bien, mais ce n'est pas nécessairement un risque zéro. En fait, il n'y a pas de risque zéro avec rien. L'autre chose, c'est que les infirmières de CLSC, bien, il y en a X infirmières de CLSC. Si tous les gens qui ont besoin d'une prise de sang attendent chez eux qu'elles viennent, il n'y aura jamais assez de services et il y a des patients qui en ont réellement besoin. Et sachez que dans les laboratoires, dans les centres de prélèvement, il y a quand même des mesures qui sont mises sur place. En général, encore une fois, l'achalandage est très diminué. Maintenant, ils vous demandent de vous laver les mains plusieurs fois en entrant à chaque porte d'entrée pratiquement. Alors, et les gens portent presque tous des masques. Donc, il y a un risque, encore une fois. Le seul risque, c'est si vous restez chez vous complètement dans votre bulle. Mais dès que vous allez avoir une interaction, il y a un petit risque. Mais je pense qu'on fait tout pour minimiser ce risque-là le plus possible. Donc, si votre fonction rénale est quand même assez stable, il est possible qu'on vous dise que ce n'est pas nécessaire d'aller pour l'instant. Autrement, bien, en insuffisance rénale assez sévère, il est fort probable qu'on aura besoin d'une prise de sang. Pour les patients en dialyse péritonéale, même chose. Il y en a certains qui sont très stables, on peut peut-être les repousser d'une couple de semaines, mais éventuellement, il faudra bien faire une prise de sang. Puis encore une fois, il ne faut pas avoir trop de crainte non plus. Si vous portez un masque, si vous ne collez pas sur les gens qui n'ont pas de masque, si vous lavez vos mains, le risque est quand même faible. Alors, quels sont les impacts de la situation actuelle pour les transplantations rénales? Bien, pour le moment, à notre connaissance, c'est seulement les cas urgents. C'est-à-dire quelqu'un, ça arrive des fois qu'on a des cas urgents sur la liste. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui n'a plus d'accès vasculaire, qui n'a plus de possibilité de faire de dialyse péritonéale. Et c'est vraiment une question de vie. Là. Alors là, ça peut être un cas urgent. Peut-être quelqu'un qui a énormément d'anticorps au point où il n'est jamais appelé, puis que là, on aurait un potentiel cas. Mais autrement, pour le moment, on s'en tient au cas urgent, malheureusement. Mais ça devrait, on l'espère, ça pourrait changer bientôt, en tout cas dès que possible. On l'espère très fort, bien sûr, pour tous les gens qui sont en attente d'une transplantation. Voilà.
Merci à tous nos conférenciers. Docteur Roy, j'aurais juste peut-être une petite sur le nombre de patients infectés que vous avez dit au début. Est-ce que vous pouvez nous redire c'était combien? Bien, premièrement, c'est des chiffres de la semaine dernière et Oui. malheureusement, ça augmente un petit peu, mais disons, retenez qu'on n'est pas loin de 700. C'est au Québec, ça, en dialyse. OK. Merci. Ensuite, on a eu alors des questions. Je vais juste pouvoir vous en dire quelques-unes. On verra alors à ce moment-là qui pourra répondre entre nos trois néphrologues. J'ai une personne qui a dit qu'il avait 37 ans, qui avait une vie très active et qui faisait l'hémodialyse nocturne. Il a des jeunes enfants qui sont à l'école, au primaire, et dans le contexte où il est hémodialysé, quelles sont les recommandations pour la reprise de l'école? Ben, je peux me lancer, peut-être que Dr. Brown ou Dr. Suri pourront rajouter. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait de recommandations claires pour les gens en dialyse. Et comme même dit, j'ai entendu à la radio ce matin notre premier ministre canadien hier à la télévision, et je suppose que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis peut-être que chacun peut être un peu inquiet et décider qu'il n'envoie pas ses enfants à l'école. Encore une fois, c'est sûr que les enfants qui vont retourner à l'école, ils vont augmenter un petit peu le risque de ramener l'infection à la maison. Donc, un patient en hémodialyse, il y a en principe quand même un peu plus à risque de développer des complications. Alors, c'est sûr que c'est un pensez-y bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis il n'y a pas de recommandation claire actuellement, à ma connaissance. Je ne sais pas si les autres en ont. Non, tout à fait d'accord. C'est exactement la même réponse que j'aurais donnée. Dans le fond, c'est un peu un choix personnel. Évidemment, ça dépend de la situation unique dans laquelle on est. Si on a le loisir et la chance d'être capable de garder les enfants à la maison et puis on a des inquiétudes, ça peut être mieux aussi. Mais chaque situation est unique. Il y a des gens chez qui les enfants doivent aller à l'école à cause du travail, à cause des inquiétudes par rapport à qui va s'occuper des enfants. À 37 ans, le risque est moindre que si on est plus âgé, mais d'un autre côté, il n'y a pas de bonnes données publiées, même dans les grandes études qui ont été publiées à date sur les cohortes de patients, parce que les patients atteints d'insuffisance rénale terminale, c'est un petit groupe. Même je regardais aujourd'hui les données, il n'y a pas de données qui nous permettent vraiment d'informer, de dire est-ce que vraiment à 37 ans sous dialyse, on est vraiment beaucoup plus à risque, un peu plus à risque ou au même risque que quelqu'un d'autre qui a 37 ans. Tout le monde demeure à risque. Il y a une petite proportion des gens qui peut tomber très malade, puis on ne sait jamais c'est qui. Donc, il n'y a pas de recommandation exacte, puis je pense que c'est vraiment d'en discuter si on n'est pas certain avec sa propre équipe soignante. Et j'ajouterai que n'importe quelle décision est prise de juste rappeler les précautions contre l'infection. Ça veut dire de laver les mains et ne pas prendre les enfants dans les bras trop proches et tout ça. Mais je suis d'accord avec Dr. Brown et Dr. Roy. Merci à vous deux. J'ai aussi un complément de question. Cette personne-là qui est hémodialysée travaille aussi dans le milieu hospitalier. Alors, quelles sont vos recommandations pour la reprise du travail? Je vais me lancer. Encore une fois, c'est vraiment pas des questions faciles, situation assez particulière. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup de la capacité, en quelle capacité on travaille, quelle est notre exposition avec la population générale, les patients dans le milieu hospitalier, puis comment flexible notre employeur est. C'est certain que ne connaissant pas nécessairement l'impact d'avoir une insuffisance rénale terminale sous dialyse avec par rapport à la COVID, si on a un employeur qui est un peu flexible, qui nous permet de travailler dans un milieu qui est moins en contact avec les patients, c'est probablement idéal à ce temps-ci. Mais encore une fois, toute situation est assez unique, donc c'est dur de répondre à la question plus que ça. Merci à vous. J'aurais une question peut-être pour Dr. Roy, parce que ça se passe au CHUM, au centre de prélèvement.
normalement, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de faire les tests soit en CLSC, parce qu'il y a un patient qui, selon lui, devrait aller au CHUM pour les tests sanguins. Et ça peut peut-être mettre à risque là, si on doit se déplacer pour aller à l'hôpital. Oui, ben c'est un peu à lui que je pensais quand j'ai précisé ça. Mais il y a des tests que malheureusement, on ne peut pas faire. Il y a certains tests, par exemple des anticorps, des HLA ou des trucs comme ça qu'il faut faire à l'hôpital. Mais encore une fois, honnêtement, quand on rentre, en tout cas au CHUM, il y a des gardiens de sécurité partout. Ils nous font passer d'un côté ou l'autre de la porte. Il y a des sens uniques, tout le monde a des masques, il y a de quoi se laver les mains. Et il n'y a pas foule au centre de prélèvement. Alors, bien sûr, si on sort de chez nous, dès qu'on sort de chez nous, en principe, on a un petit risque, là. On peut croiser des gens sur la rue, on peut toucher un poteau, mais le risque n'est pas si grand. Et il y a certains tests, malheureusement, qu'on ne peut pas faire dans des CLSC ou à l'extérieur des centres hospitaliers. C'est quelque chose qu'on peut discuter. C'est des cas particuliers. Il y a peut-être un patient qui est particulièrement inquiet. On peut peut-être revoir avec lui puis convenir que ce n'est pas une urgence puis on peut attendre un mois. Encore une fois, ça peut arriver, là, peut-être des cas particuliers. Mais en général, il faut quand même dire que les précautions sont prises puis il faut comparer ça, par exemple, aux gens qui sont en hémodialyse 3 fois par semaine. Ça ne sera pas 100% d'infection. Là, quand même, on essaye de faire le plus possible ce qu'il faut pour que les gens ne contractent pas le virus. Mais bon, il peut y avoir des cas particuliers, puis on pourrait en discuter. Merci, Dr. Roy. J'ai une autre question d'une personne qui demande si on peut parler des gens qui sont atteints d'une maladie rénale comme les reins polykystiques et qui commencent à avoir une insuffisance rénale. Quel impact la COVID peut aussi avoir sur ces gens? Je pourrais répondre. On n'a pas les données spéciales pour les patientes avec polycystique rein. On utilise les données générales pour la population générale. Il n'y a aucune étude, à mon connaissance, qui est publiée dans le domaine de polycystique rein. Merci beaucoup, Dr. Souris. On avait quelqu'un qui posait une question qui revenait sur les personnes qui ont le coronavirus dans les patients. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont décédées suite au COVID dans les patients? Chez les patients dialysés, un peu comme dans la population générale, oui, malheureusement, il y a des gens qui ont décédé. Je voyais la question qui montrait, je pense qu'il demandait est-ce qu'il y a beaucoup de décès. Évidemment, encore une fois, pas beaucoup de patients atteints, surtout pas au Canada, mais moi, je regardais les données qui viennent, par exemple, les données, moi, je travaille en Ontario, puis le taux de mortalité est très similaire à la population générale, puis beaucoup plus basé sur l'âge puis les autres problèmes de santé. Donc, ça peut varier de très bas à plus haut, mais il ne semble pas avoir de signal présentement d'un niveau de mortalité extrêmement plus élevé ou beaucoup plus élevé chez les patients atteints sous la dialyse, je m'excuse. Mais évidemment, c'est très préliminaire pour l'instant. Et je voudrais stresser qu'au Québec, la plupart des gens qui sont infectés avec le COVID, qui meurent, ils viennent d'une CHSLD et ils sont âgés, malheureusement. Merci à vous deux. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose? Parce qu'il y a d'autres questions qui sont en rapport avec ça. Le chiffre que j'ai donné provient d'un tableau provincial qui est changé à tous les jours. Est-ce qu'il y a eu une erreur puis il y a une surestimation? Je n'en sais rien, mais c'est les chiffres qu'on nous a fournis. Peut-être qu'il y a une erreur. Ils sont surtout à Montréal, les cas positifs. Juste traiter ça aussi. Merci, Dr. Roy. Une autre question, est-ce que si j'attrape la COVID, est-ce qu'on devient non admissible pour la greffe? Bien, au moment où la personne est infectée, comme toute infection, il n'y aurait pas de greffe à ce moment-là. De toute façon, comme on a dit tantôt, actuellement, le programme de greffe est un petit peu au ralenti et au neutre. Mais c'est sûr que si quelqu'un a une infection active, quelle qu'elle soit, même si c'est une cellulite du gros orteil, il n'y aurait pas une greffe pendant une infection de toute façon.
Merci, Dr. Roy. On a une question sur l'immunosuppression. Les gens qui ont un problème rénal, est-ce que ça les rend automatiquement plus fragiles pour attraper la COVID-19? Pas nécessairement. Hein. On voit que c'est un virus qui est très, très contagieux, qui se répand à travers la population, à travers le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de mesures de confinement, d'isolation, de distanciation sociale. Donc, ce n'est pas un virus qui va affecter juste les patients qui sont sous immunosuppression. Alors, je ne pense pas qu'il y a un risque vraiment accru nécessairement d'attraper le virus. Tout le monde est à risque. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, quelle que soit notre situation. Préserver notre distanciation sociale, si on doit sortir, bien se laver les mains, bien faire attention, puis minimiser nos déplacements. Mais à date, on ne voit pas qu'il y a nécessairement une tranche de la population qui va attraper le virus. Évidemment, les complications, puis devenir plus malade va dépendre beaucoup de nos problèmes de santé sous-jacents. Merci, Dr. Brown. Je vais émettre une des questions qui a été posée. Je suis en hémodialyse nocturne et ma fille de 17 ans doit retourner à l'école en septembre pour terminer son secondaire et surtout pour sa santé mentale. Si elle habite dans le sous-sol et ne venant jamais au rez-de-chaussée et appliquant toutes les mesures de prévention, est-ce que cela pourrait être possible d'attraper le virus? Parce que cette personne doit, normalement, ne devrait pas l'attraper. Mais j'ai vu cette question-là, puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment pensé à bien se protéger, des étages séparés, je vais lui donner ses repas dans le haut de l'escalier. Quand la vaisselle va être sale, je vais la laisser 2 jours sans y toucher. Elle a vraiment pensé à tout, là, à se laver les mains, à se mettre un masque, à ne pas lui parler à moins d'une certaine distance. Moi, j'ai l'impression que ça serait des conditions pratiquement parfaites, là, ou presque. Là. Elles font tout ce qu'il faut pour éviter d'être en contact l'une avec l'autre. Ça me semble correct, ce qu'elle décrit. Merci beaucoup, Dr. Roy. Une autre question pour quelqu'un qui a eu le SRAS en 2009. Est-ce qu'il a une meilleure immunité au SRAS COVID-2? Je pense que la bonne réponse ici, c'est on ne le sait vraiment pas. Oui, exact. On ne sait même pas si quelqu'un qui a attrapé la COVID-2, le SRAS-2, COVID-2, on ne sait même pas si l'immunité est bonne pour le même virus, là. Alors, le virus de l'autre fois, on ne le sait pas. Mm-hmm. Merci. Alors, il y a une personne qui a 21 ans qui est présentement en hémodialyse. Elle va bientôt être sur la liste de greffe et elle se demandait si ça serait mieux d'opter pour changer vers la dialyse péritonéale étant donné la situation actuelle avec la COVID. Mais écoutez, normalement, au Québec et dans le reste du Canada, on encourage les patients de considérer la dialyse à domicile. Si votre situation permet, vous, de faire la dialyse à domicile, ce sera mieux pour plusieurs raisons, pas juste pour empêcher l'infection du COVID-19. Et peut-être c'est quelque chose que vous pouvez considérer avec votre néphrologue. Bonjour, merci Dr. Souris. Je vois qu'il y a beaucoup de questions là, pour la transplantation, mais le 13 mai, on va avoir un autre webinaire axé sur ça. Moi, je peux répondre pour ce qui est des transplantations en ce moment parce qu'il y avait une question s'il n'y avait aucune transplantation. Il y a des transplantations d'urgence. Il n'y a pas de transplantation pour les donneurs vivants et pour le rein, on parle. C'est sûr que pour le cœur ou les autres organes, il y en a. Mais pour l'instant, on ne le sait pas et c'est sûr qu'on va avoir des nouvelles aussitôt que cela va être possible. Mais peut-être que le 13 mai, il y aura des développements, mais on aura 2 personnes qui vont être des néphrologues qui sont en transplantation et qui pourront répondre à vos questions sur ça. Alors, merci pour ces questions. Ensuite, oui? Je voudrais vérifier quelque chose concernant le point de l'immunité. Il faudrait savoir que même si on aura les données concernant l'immunité contre le COVID-19 dans la population en général, dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne peut pas assumer que la même protection immunitaire
existe pour les patients dialysés parce que les patients dialysés n'ont pas le même système immun par rapport aux patients dans la population générale. Il faudrait faire des autres études spécifiques chez les patients dialysés pour déterminer la protection immunitaire. Merci, Dr. Souris. Une autre question. Pour les patients fréquemment asymptomatiques, serait-il tout de même de faire un échantillonnage d'emblée? Évidemment, la réponse ici est un peu difficile parce que, premièrement, on ne connaît pas nécessairement le taux de sensibilité exact du test d'échantillonnage. Et puis, dépister des gens qui sont totalement asymptomatiques juste pour dépister, le risque ici, c'est qu'évidemment, chaque test a quand même une proportion de faux négatifs. Ça peut nous donner un faux sens de sécurité de penser qu'on est négatif quand, dans le fond, on peut avoir quand même le virus. Donc, à date, les recommandations ne sont pas de faire des dépistages asymptomatiques, à moins d'avoir un risque élevé. Donc, par exemple, chez nous en Ontario, si il y a plus d'un cas positif dans une unité, il y a des recommandations maintenant de faire du dépistage asymptomatique. Mais s'il n'y a pas de cas connus ou s'il n'y a pas aucun cas détecté, il n'y a pas de recommandation pour toute la population dialysée. Je ne sais pas si Dr. Roy, Dr. Souris va ajouter là-dessus. Ben non, je suis d'accord que... D'accord. Oui. Nous, on a fait au CHUM à un certain moment dans le temps un petit dépistage systématique, mais c'est parce qu'on avait eu plusieurs cas dans une cohorte de patients. Alors, on a voulu faire le tour pour avoir un portrait. Mais effectivement, la recommandation, c'est pas de faire ça de façon dans tous les groupes de façon soutenue parce que, d'abord, premièrement, comme vous avez dit, on peut être négatif parce qu'il y a une charge virale très faible le jour où on a fait le test, un faux négatif. Puis deuxièmement, c'est pas parce qu'on est négatif le lundi qu'on ne peut pas l'attraper le vendredi. Donc, c'est effectivement, ça ne sert à rien de le faire. Il faudrait le faire tous les jours à tout le monde, tout le temps, mais on aurait des faux négatifs aussi. Alors. Une des questions qui est un peu reliée au travail, alors c'est une personne qui est dialysée et qui travaille en CPE, en entretien ménager. Et cette personne-là est inquiète de retourner au travail. Alors, est-ce qu'il y a un soutien pour appuyer ou convaincre son employeur de rester à la maison? Bien, il n'y a pas de recommandation ferme et claire à ma connaissance, mais une espèce peut-être de guide, c'est pour un patient qui a une maladie chronique un peu à risque et qui travaille dans le public, c'est à discuter avec son médecin s'il n'y aurait pas lieu temporairement de le retirer, mais il n'y a pas de règle précise. Et ça dépend vraiment de la possibilité de distanciation physique et d'hygiène des mains et du port du masque dans le travail. Je sais pas si Merci, Dr. Roy. Il y a une autre personne qui a 42 ans en prédialyse et les reins fonctionnent à 20%. Il s'inquiète parce qu'il doit retourner au travail en construction. Ben, un peu comme la question précédente, hein, vraiment, chaque situation, chaque patient est unique. C'est vraiment discuter avec son médecin traitant et avec son employeur pour voir s'il peut avoir des accommodations par rapport à sa situation unique. Mais pour rassurer les gens, je pense qu'il faut quand même le point de... Si c'est un travail où il y a vraiment possibilité d'avoir une bonne distanciation puis d'avoir une bonne hygiène des mains, c'est quand même moins risqué. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un endroit où il faut nécessairement être assez groupé, c'est plus risqué. Donc, je pense qu'il faut voir vraiment pour chaque cas. Merci à vous deux. Je ne sais pas qui de trois va pouvoir répondre, mais quelqu'un voulait savoir s'il y avait une distribution par centre d'hémodialyse sur les patients qui sont atteints. Mais on pourrait dire que la plus haute prévalence des patients dialysés avec le COVID-19 vient du Montréal et de la région de Montérégie. Dans des deux régions, la prévalence est minimale.
Merci, Dr. Souris. Est-ce que l'immunité collective est un mythe? Première... Oh, allez-y, Non, docteur. allez-y, Dr. Brown. Allez-y, allez-y. J'allais c'est vrai mentionner que un peu, comme Dr. Roy avait mentionné que premièrement, par rapport à l'immunité, on n'en connaît même pas très, très bien sur l'immunité individuelle. Hein. On sait qu'il y a des gens qui ont des anticorps. On n'est pas certain que ces anticorps-là sont nécessairement protecteurs. Combien de temps ils vont nous protéger? Donc, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Évidemment, si on développe une immunité qui est durable avec le temps, plus il y a de gens exposés, oui, le concept de l'immunité collective, ça fonctionne. Je pense que ce n'est pas un mythe. Ce qui est un mythe, c'est de penser qu'on peut juste laisser ce virus-là se propager présentement parce qu'on voit les effets, on voit les effets déjà sur le système de santé, alors qu'il y a une très petite proportion de la population qui a été atteinte. Alors, ce n'est pas un mythe, le concept peut exister, mais le laisser se développer puis penser qu'on va passer au travers, les conséquences seraient désastreuses pour les systèmes de santé et la population en général. Merci. J'avais comme question, pour en revenir aux patients qui sont infectés, tout ça, c'est sur une proportion de combien de personnes qui sont dialysées, disons, au Québec? la proportion des patients dialysés qui sont infectés. Oui. Oui, mais de combien de dialysés qu'on parle peut-être au Québec? Oui, mais je veux pas dire exactement parce que, comme Dr. Roy a dit, les chiffres que sont fournis à nous, on ne sait pas la fiabilité des chiffres. Il faudrait vérifier ça avant de répondre. Mais on peut dire quand même que, comme a dit Dr. Souris tantôt, la majorité des cas sont à Montréal, premièrement. Puis, deuxièmement, ce n'est pas la majorité dans une unité. Là. On a quelques cas par unité. C'est pas... c'est une faible proportion. Ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le quart même des patients. C'est une petite proportion. Oui, je peux dire, par exemple, au McGill, par exemple, on a les patientes qui sont atteintes avec de COVID-19, 60% viennent d'une CHSLD, par exemple. Merci, Dr. Souris. Une autre question. Je suis juste en train de voir parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'on a répondu un petit peu à tout. Ah oui. Alors, est-ce que l'immunosuppression des gens ayant un problème rénal les rend automatiquement plus fragiles à attraper la COVID-19? Je pense qu'on a déjà répondu, mais juste pour stresser que il y a une étude qui a démontré une susceptibilité du COVID-19 pour les patientes qui sont immunosupprimées, mais on ne peut pas dire dans la situation exactement pour les individus si le risque est plus haut ou non. Merci, Dr. Souris. J'ai une autre question pour une personne qui est dialysée. Comment elle pourrait augmenter son système immunitaire à mieux se défendre face à un virus comme le COVID? Et est-ce que l'activité physique modérée, cardio et musculaire pourrait avoir une influence positive sur l'augmentation du renforcement du système immunitaire? En termes d'augmentation ou de booster, si vous voulez, le système immunitaire, malheureusement, il n'y a rien de prouvé. Hein. On n'a pas d'études, on n'a pas de médicaments qui ont été démontrés à augmenter, si vous voulez, votre système immunitaire. Je pense qu'il y a plein de choses sur Internet ou de recettes de grand-mère, mais il n'y a rien qui a été prouvé. En termes de santé générale, oui, c'est sûr que l'exercice cardiovasculaire,
l'exercice en général, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qui est bon pour la santé en général est bon pour tout notre organisme, incluant le système immunitaire. Est-ce que ça veut dire que faire de l'exercice va dire que mon système immunitaire va être assez fort que je ne vais pas attraper la COVID-19 ou je ne vais pas tomber malade? Non. Mais comme toute maladie, dans le fond, être en forme, être en santé, ça nous donne une meilleure chance de passer à travers quelle que soit la maladie. Donc, c'est toujours bien de se maintenir en forme le plus possible. Merci beaucoup, Dr. Brown. Il y avait une question sur combien de personnes sont en dialyse au Québec. Je ne sais pas si vous pouvez, je sais que moi, avec un peu mes statistiques maison que je fais, là, je sais qu'il y aurait à peu près dans les 4000 patients, mais peut-être que vous pouvez informer, voir si c'est peut-être plus que ça, entre 3000 et 4000. Non, c'est plus que ça, c'est à peu près 5000 ou plus. OK, merci. Est-ce que le processus pour la greffe va changer concernant la sélection des patients à greffer à cause de la COVID-19? Je ne sais pas si vous pouvez répondre ou si c'est mieux quand on aura le webinaire sur la transplantation le 13 mai. Pour la bonne information, je pense que ce sera mieux de poser les questions aux experts de transplantation. Merci, Dr. Souris. Je crois qu'on a fini avec les questions. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter des choses, nos trois conférenciers. Bien, moi, je voudrais juste ajouter que je suis un peu... j'avoue que je regarde depuis tantôt plusieurs fois le tableau qu'on nous a fourni il y a une semaine au niveau provincial, puis j'additionne les chiffres et ça me donnait autour de 700, mais je voudrais pas être... c'est peut-être pas le bon chiffre, c'est peut-être exagéré et gonflé. C'est le chiffre qui nous donne, mais ça me semble beaucoup, là. Ça fait que je voudrais pas que les gens repartent à la maison en se disant, bien, 700 sur 5000, ça fait beaucoup de patients infectés. C'est peut-être moins que ça, là. Je suis un peu désolée, c'est le tableau qu'on a reçu, mais c'est peut-être des chiffres un peu gonflés. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Oui, et juste pour comparer, la semaine dernière, il y avait 132 patients dialysés avec COVID-19 au Québec. Et cette semaine, c'est pas possible d'avoir 700. Non, c'est ça. Probablement, c'est parce que je pense qu'ils les comptent en double, les CHSLD, plus les autres à la maison, plus les... Mais 136, c'est à Montréal, là, ça. Et puis, pour ajouter à ça aussi, il faut faire attention parce que ça peut sembler peut-être faire peur aux patients, dire « Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de chance », mais rappelez-vous que, comme Dr. Souris, Dr. Roy l'ont mentionné, beaucoup des patients d'hémodialyse qui sont affectés par la COVID-19 le sont parce qu'ils sont aussi en CHSLD. Alors, c'est pas dire qu'ils vont nécessairement aller à l'unité de dialyse puis l'ont attrapé là. C'est beaucoup plus probable que plusieurs de ces cas-là ont été attrapés à cause, malheureusement, du fait qu'ils sont dans les CHSLD. Et puis, le risque pour les patients en CHSLD présentement est très, très élevé parce qu'il y a eu beaucoup de cas et d'infections. Donc, faut faire attention, ne pas penser que je vais aller à l'unité de dialyse puis je vais attraper la COVID-19. Pas du tout. Hein. Comme vous avez entendu, toutes les unités font très, très attention. Beaucoup de dépistage, beaucoup de protection pour minimiser la transmission. Moi, je pense qu'il y a un mélange entre ceux qui sont suspectés et ceux qui sont positifs. C'est ça le problème dans le tableau, là. Ah, OK. Oui, effectivement, probablement qu'il y a des confirmés, c'est plutôt autour de 130, 150, là. Mais il y a beaucoup de patients qui étaient suspectés. Peut-être, Dr. Roy, vous pouvez donner vos commentaires, mais au McGill, comme Dr. Brown a dit, on n'a aucun cas du COVID-19 qui était transmis dans l'unité de dialyse. Tous les cas viennent d'une autre place. Peut-être, Dr. Roy, vous pouvez donner les données du CHUM. Ben, écoute, on espère que c'est la même chose. Je ne peux pas le jurer, mais on espère que c'est la même chose, oui. Il y a beaucoup des gens qui viennent effectivement de centres d'accueil ou CHSLD où il y avait déjà des cas. Alors, j'ai une autre question qui vient. Peut-être que, vu que ça rentre tout ça, est-ce que peut-être accepter de répondre?
C'était quelqu'un de greffé. Peut-être encore là, on va peut-être voir si c'est possible pour vous d'attendre, mais c'est quelqu'un qui est greffé depuis 8 ans et ça va très bien. Alors, comme d'autres personnes immunosupprimées, est-ce que je dois anticiper d'être vulnérable à la suite du COVID-19 jusqu'au moment qu'un vaccin soit disponible? Comme on a dit, les patientes qui sont immunosupprimées ont un risque plus élevé d'attraper l'infection du COVID-19. Mais je recommande de prendre les mesures de précaution comme tout le monde, laver les mains et pratiquer la distanciation. Merci, Dr. Souris. J'ai eu une autre question, peut-être, je ne sais pas si c'est possible pour vous de répondre, mais s'il y a des données prometteuses concernant la perfusion de vitamine C chez les patients positifs à la COVID. C'est peut-être hors sujet, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre. Ben, je ne crois pas qu'il y a de données claires pour ça qui nous prouvent quoi que ce soit, un. Puis deux, la vitamine C, c'est éliminé par les reins, entre autres. C'est une vitamine hydrosoluble. Quelqu'un qui a une fonction rénale diminuée, en particulier sévèrement ou en dialyse, en prendre de grandes quantités, on pourrait même, à la limite, supposer qu'on peut en accumuler trop. Alors, puis il n'y a pas de preuve là, que ça va changer quoi que ce soit. Merci beaucoup, Dr. Roy. J'avais une autre question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. C'est peut-être une question qui est dans chaque centre, tout ça. Alors, c'est quelqu'un qui mentionne pourquoi les employés qui travaillent dans les unités, on ne leur offre pas les repas au lieu qu'eux apportent leur sac à l'intérieur de l'espace de travail. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos centres ou peut-être pas, c'est peut-être pas dans l'unité, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour ça. Moi, je ne peux pas nécessairement répondre pour chaque unité, mais je peux vous dire que, par exemple, dans notre unité, il n'y a pas de nourriture du tout qui est tolérée dans les espaces de travail, dans l'unité de dialyse elle-même. Évidemment, nos infirmiers et nos infirmières ont besoin de s'alimenter comme tout le monde, donc peuvent amener leur propre repas. Il y a beaucoup de contraintes par rapport à avoir des repas qui sont offerts. Les gens ont des restrictions alimentaires. Les gens qui vont devoir venir travailler à l'hôpital pour préparer la nourriture. Donc, mais on a des mesures en place, donc on amène nos effets personnels à un endroit dans leur casier. Ils vont dans des salles où est-ce qu'ils maintiennent une distanciation sociale, puis l'hygiène stricte, laver les mains, etc. Par la suite, avant le retour dans l'espace de travail. Avec ça, le risque d'apporter quelque chose de chez soi est extrêmement faible. Il faut se rappeler que le virus a tendance à plus être présent sur les surfaces plus dures, telles que métal, plastique, sur les structures ou les composantes comme le tissu, le linge, etc. Probablement moins de risques que ça soit transmis. Donc, évidemment, ça prend une balance pour que les employés puissent être en santé puis vous prodiguer vos soins, mais en général, il n'y a pas d'alimentation dans les espaces de travail ou même de choses qui viennent de l'extérieur. Merci, Dr. Brown. On a une question qui est arrivée. Alors, est-ce que c'est un mythe que les gens qui ont la COVID ont des problèmes avec leurs reins? Et puis, est-ce que les centres hospitaliers, on mentionne le CHUM, pourraient répondre à cette demande-là? Oui, il semble de plus en plus, on décrit des atteintes rénales un petit peu associées à COVID, comme dans d'autres organes aussi, on découvre à mesure des atteintes spécifiques à la COVID au niveau cérébral, au niveau cardiaque et dans d'autres organes. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je pense qu'on est un peu au début, là. C'est des données qu'on va collecter, colliger et analyser avec le temps, mais oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une atteinte rénale avec le COVID. La prévalence de dialyse à cause du COVID-19 chez patients qui n'avaient pas aucun problème avec les reins avant de la maladie, c'est estimé autour de 4 ou 5 des patients hospitalisés aux soins intensifs. Mais les patientes, malheureusement, avec
une insuffisance rénale dans le soin intensif sont très, très malades et souvent, ils ne survivent pas, malheureusement. Mais pour le moment, on n'a pas de problème pour proviser la dialyse chez patients COVID-19. Merci beaucoup à vous deux. Alors, c'est toutes les questions. On a répondu à celles qui étaient venues avant et celles qui sont venues pendant. Alors, j'aimerais vous remercier, nos conférenciers, parce que c'est très intéressant et puis ça sécurise aussi les gens là, d'entendre en tout cas les réponses à leurs questions. Alors, j'aimerais remercier, faire des remerciements avant de passer la parole à Chantal. Alors, on aimerait remercier la Société canadienne de néphrologie qui s'est associée à nous aujourd'hui pour cette initiative de communication et de renseignements importants. La Société canadienne de néphrologie regroupe des médecins et des scientifiques spécialisés dans les soins aux personnes insuffisantes rénales et se consacre à des recherches portant sur les reins et les maladies rénales. La vision de la SCN est que toutes les personnes atteintes d'une maladie rénale ou à risque au Canada puissent recevoir des soins optimaux, centrés sur les patients et obtenir les meilleurs pronostics possibles. Ils sont en train d'élaborer des documents guides sur et autour de la COVID-19 pour nous aider à continuer de fournir les meilleurs soins possibles en ces temps difficiles. Nous aimerions également remercier pour leur collaboration le Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation, qui est un réseau national de recherche ayant pour mission d'encourager le don d'organes et de tissus au Canada et d'améliorer le taux de survie et la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes qui ont reçu une transplantation. La Fondation canadienne du rein s'est engagée à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Nous donnons des guides et des brochures à toute personne qui reçoit un diagnostic de maladie rénale. Nos guides pour les patients fournissent des informations sur les options de traitement, sur la nutrition et sur le mode de vie. Ils sont spécifiquement conçus pour les personnes vivant avec une maladie rénale. En dépit des ressources disponibles dans les hôpitaux et par l'entremise des équipes de soins en néphrologie, les patients peuvent être dépassés par les informations et trouver difficilement des réponses à leurs questions et aux problèmes auxquels ils sont parfois confrontés. Par le biais de nos directions régionales, nous offrons du soutien et des conseils sur l'accès à des services au sein du système de santé. Nous aidons les gens à avoir accès à d'autres outils de soutien dans la collectivité et à acquérir des compétences en matière d'autonomie. J'aimerais aussi mentionner que si des gens ont posé des questions et n'ont pas été répondues, peut-être que ça serait bien aussi de voir avec vos équipes dans vos centres. Alors, j'aimerais remercier tout le monde de leur participation et je laisse maintenant la parole à Chantal pour la conclusion. Merci, Hélène. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir suivi notre webinaire « La COVID-19 et les patients dialysés, réponse à vos questions ». À la fin du webinaire, une nouvelle page s'ouvrira sur votre ordinateur vous demandant de remplir un court sondage sur votre satisfaction. Vous recevrez également un courriel de suivi comprenant un lien vers ce même sondage si vous préférez y répondre plus tard. Nous apprécierions que vous remplissiez le sondage afin d'avoir vos commentaires. Vos rétroactions et commentaires sont importants pour nous aider à améliorer nos webinaires. Nous vous serions reconnaissants de prendre un court moment pour répondre aux questions. Vous recevrez également un courriel suivi d'ici 24 heures à 48 heures avec un lien pour visualiser l'enregistrement de notre webinaire. Au nom de la Fondation canadienne du rein, de la Société canadienne de néphrologie, de nos intervenants et animatrices, merci d'avoir pris part à cette activité d'aujourd'hui. Faites attention à vous et bonne fin de journée.